Le millionnaire est resté paralysé en voyant le bracelet de sa fille disparu au poignet de sa nouvelle secrétaire. Le soleil d'octobre entrait par les hautes fenêtres du bureau, dessinant des rectangles dorés sur le parquet en chêne massif. Marc Chevalier, 54 ans, regardait sans vraiment voir les chiffres qui défilaient sur l'écran de son ordinateur. Cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, costume Armani sans un faux pli, montre Patek Philippe au poignet, l'image même de la réussite. Pourtant, dans ses yeux bleus, quelque chose manquait, quelque chose qui avait disparu il y a 25 ans. Son empire technologique s'étendait maintenant sur toute la région lyonnaise. 300 employés, des contrats avec les plus grandes entreprises européennes, un chiffre d'affaires qui donnait le vertige. Mais qu'est-ce que tout ça valait vraiment? Il ouvrit machinalement le tiroir de son bureau, comme il le faisait chaque matin depuis un quart de siècle. Là, posée sur du velours noir, reposait une petite pulséra en argent, une délicate chaîne ornée d'un papillon finement gravé, ses ailes déployées comme si elle s'apprêtait à s'envoler. Les doigts de Marc effleurèrent le métal froid. Anaïs, le prénom résonnait encore dans sa tête, doux et déchirant à la fois. Sa petite princesse, 2 ans à peine ce jour maudito de juin 1999, au parc de la Tête d'Or, il avait tourné la tête une seule seconde pour ramasser le ballon qu'elle avait fait rouler. Quand il s'était retourné, le banc était vide. Les balançoires continuaient à se balancer dans le vide, comme si elles aussi cherchaient à l'enfant disparu. Les cris, la panique, la police, les recherches pendant des semaines, des mois, des années, les fausses pistes, les espoirs brisés. Et puis, lentement, l'acceptation forcée que sa fille ne reviendrait peut-être jamais, Isabelle, sa femme, n'avait pas supporté. Leur mariage s'était désintégré comme du papier dans l'eau. Le divorce était venu 2 ans après la disparition. Juste une formalité pour acter ce qui était déjà mort. Elle avait gardé son poste d'administratrice dans l'entreprise, histoire de rester dans les parages. Marc n'avait jamais vraiment compris pourquoi. Il referma le tiroir avec un soupir. 25 ans. Anaïs aurait 27 ans aujourd'hui. À quoi ressemblerait-elle? Aurait-elle ses yeux, son sourire? Serait-elle heureuse, quelque part, avec une famille qui l'aurait aimée? Ces questions le hantaient chaque nuit dans sa grande maison vide de caluire et cuir, la villa familiale qu'il n'avait jamais pu se résoudre à vendre. Malgré ses 8 chambres désertes et ses couloirs trop silencieux, le pire, c'était la chambre d'Anaïs, intacte, exactement comme elle l'avait laissée ce matin-là. Les peluches sur le lit, les dessins de papillons punaisés au mur, le mobile musical qui jouait encore Frère Jacques quand on le remontait. Parfois, tard le soir, après trop de whisky, Marc s'asseyait dans cette chambre et fermait les yeux. Il pouvait presque entendre son rire cristallin, presque sentir l'odeur de son shampoing à la fraise, presque. Un coup léger à la porte le ramena brutalement au présent. « Monsieur Chevalier, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la nouvelle assistante. »« Ah oui, la nouvelle assistante, Vanessa. »« Non, Valérie. »« Non, Sophia. C'était ça. Sophia quelque chose. »« Mercier. » Il avait à peine regardé son CV. De toute façon, elle ne restait jamais longtemps. Travailler pour Marc Chevalier, c'était affronter ces silences interminables, ces absences mentales, cette mélancolie qui imprégnait tout autour de lui. « Faites-la entrer, » dit-il d'une voix neutre. Il se redressa dans son fauteuil, ajusta sa cravate, toujours cette apparence irréprochable, toujours ce masque, le chef d'entreprise brillant, le génie de la tech, l'homme qui avait tout, sauf l'essentiel. La porte s'ouvrit, et le monde s'arrêta. Une jeune femme entra, un dossier serré contre sa poitrine. 27 ans environ, cheveux châtains ondulés tombant sur ses épaules, tailleur simple mais propre. Elle avait l'air nerveuse, normale pour un premier jour, mais ce n'était pas ça qui avait coupé le souffle de Marc. C'était son poignet gauche. Là, brillant sous la lumière dorée du matin, une bracelet en argent, une chaîne délicate, un papillon aux ailes déployées, identique, absolument identique. Marc sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Ses mains se mirent à trembler. C'était impossible. Impossible. Il avait fait fabriquer ses bracelets sur mesure par un artisan de la Croix-Rousse, 2 exemplaires seulement, un pour Anaïs, un qu'il avait gardé. Personne d'autre au monde ne pouvait avoir. « Monsieur Chevalier, ça va ?» La voix de la jeune femme le tira de sa stupeur. Elle le regardait avec inquiétude. Ses yeux couleur miel emplis de confusion, yeux couleur miel, comme ceux d'Anaïs enfant,
Marc se leva si brusquement que sa chaise roula en arrière. Il contourna le bureau, s'approcha d'elle. Elle recula instinctivement, surprise par l'intensité de son regard. « Cette bracelet » articula-t-il d'une voix étranglée. « D'où est-ce que vous l'avez eu » Sophia baissa les yeux vers son poignet, puis releva la tête, déconcertée par la question et surtout par l'émotion brute dans la voix de son nouveau patron. « Cette bracelet, elle était à ma mère adoptive. Elle me l'a donnée avant de mourir il y a 5 ans. C'était la seule chose de ma vraie famille, apparemment. » Les jambes de Marc faillirent se dérober sous lui. « Votre vraie famille. Oui, j'ai été adoptée. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé exactement. J'avais 3 ans quand ils m'ont prise de l'orphelinat de Toulouse. Je n'ai aucun souvenir d'avant. Juste cette bracelet. Et les quelques mots de ma mère adoptive me disant que c'était tout ce qu'elle avait reçu avec moi. » Marc se retourna, ouvrit son tiroir d'une main tremblante. Il en sortit l'écrin de velours noir, l'ouvrit. La 2e bracelet brillait là, parfaitement conservée. « Oh mon Dieu !» souffla Sophia en la voyant. Marc prit les 2 bracelets, les plaça côte à côte dans sa paume. Elles étaient absolument identiques. Le même poinçon de l'artisan, les mêmes proportions, le même papillon. Quand il les approcha l'une de l'autre, on voyait même que les ailes des papillons s'emboîtaient parfaitement. L'artisan les avait conçues comme 2 moitiés d'un tout. « J'ai fait faire ces bracelets il y a 27 ans, » dit Marc, la voix brisée. « Pour ma fille, il n'en existe que 2 au monde, une pour elle, une pour moi. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Sophia le regardait, les yeux écarquillés, ne comprenant visiblement pas ce qui se passait. Pourquoi cet homme, son nouveau patron qu'elle rencontrait pour la première fois, avait l'air au bord des larmes? Pourquoi ses mains tremblaient-elles en tenant ses bracelets? « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Comment est-ce possible ?» Marc leva les yeux vers elle, vraiment vers elle. Cette fois, les cheveux châtains, comme les siens, les yeux miel, comme ceux de sa mère, la forme du visage, la courbe du nez. Même cette fossette au menton, Anaïs, bon Dieu, c'était Anaïs, 25 ans plus tard. Sa fille venait de franchir la porte de son bureau, portant au poignet la seule preuve de son identité. Mais il ne pouvait pas tout de suite, pas avant d'être sûr, pas avant de savoir avec certitude. Il avait eu trop de faux espoirs, trop de pistes qui ne menaient nulle part. Il ne pouvait pas se permettre de croire. Pas encore, pas tant qu'il n'aurait pas de preuves irréfutables. Il referma lentement son poing sur les 2 bracelets. « Sophia, » dit-il en essayant de contrôler sa voix, « asseyez-vous, s'il vous plaît, on doit parler. » Sophia s'assit lentement dans le fauteuil en cuir face au bureau, son regard ne quittant pas les 2 bracelets dans la main de Marc. Elle avait l'impression d'être entrée dans une dimension parallèle. Son premier jour de travail prenait une tournure complètement surréaliste. Marc retourna s'asseoir, posant délicatement les bracelets sur le bureau entre eux. Il prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées qui partaient dans tous les sens. « Sophia, » commença-t-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder stable, « racontez-moi tout ce que vous savez sur votre adoption, tout ce dont vous vous souvenez. » Elle déglutit, mal à l'aise. Ce n'était pas vraiment le genre de conversation qu'elle s'attendait à avoir lors d'un entretien d'embauche. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai été adoptée par Louise et Pierre Mercier quand j'avais 3 ans. Ils m'ont récupérée à l'orphelinat Sainte-Marie de Toulouse en... Attendez, je crois que c'était en septembre 1999. » Marc sentit son cœur bondir. Septembre 1999, 3 mois après la disparition d'Anaïs. Vous souvenez-vous de quelque chose avant ça? Avant l'adoption? Sophia secoua la tête, une expression frustrée traversant son visage. Non, rien. Enfin, parfois j'ai comme des flashs, des images floues, une voix d'homme qui chante, l'odeur de la lavande, un parc avec des balançoires, mais je ne sais jamais si ce sont de vrais souvenirs ou juste des choses que mon esprit a inventées. Un parc avec des balançoires? Marc ferma les yeux une seconde. Le parc de la Tête d'Or. Il y emmenait Anaïs chaque dimanche. Elle adorait les balançoires. « Et vos parents adoptifs ?» demanda-t-il en rouvrant les yeux. « Ils ne vous ont jamais dit d'où vous veniez, qui étaient vos vrais parents ?» Non, maman Louise a juste dit que l'orphelinat n'avait aucune information, que j'avais été trouvée, abandonnée, je suppose. La seule chose qu'ils avaient, c'était cette bracelet,
Elle était attachée à mon poignet avec un bout de tissu quand on m'a amenée là-bas. Marc tendit la main vers son téléphone, puis s'arrêta. Non, il devait réfléchir, agir intelligemment, s'il se trompait, s'il donnait de faux espoirs à cette jeune femme. Mais les coïncidences étaient trop nombreuses. L'âge, la date de l'adoption, la bracelet unique, les yeux, les traits du visage. « Monsieur Chevalier », dit Sophia d'une voix hésitante. « Votre fille, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il la regarda longuement avant de répondre, la douleur affleurant à nouveau après toutes ces années. « Elle a disparu en juin 1989. Elle avait 2 ans. On était au parc de la Tête d'Or, ici à Lyon. Je me suis retournée une seconde, et quand j'ai regardé à nouveau, elle n'était plus là. On ne l'a jamais retrouvée. » Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Une émotion étrange montait en elle, quelque chose de profond et d'inexplicable. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Ça a dû être l'enfer », compléta Marc simplement. « Ça a été l'enfer, et ça l'est toujours, chaque jour. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la Saône scintillant au soleil. Les mots suivants lui coûtaient, mais il devait les prononcer. « Sophia, je sais que ça va vous paraître fou. Je sais que vous venez juste de commencer à travailler ici et que vous ne me connaissez pas, mais je crois que vous pourriez être ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia le fixait, bouche entr'ouverte, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Quoi ?» articula-t-elle finalement. Marc se retourna vers elle. « Tout correspond. L'âge, la date, la bracelet, l'orphelinat, et puis, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais quand vous êtes entré dans ce bureau, quelque chose en moi a su, quelque chose a reconnu. Non, le coupa Sophia en se levant brusquement. Non, c'est impossible. Ce sont juste des coïncidences. Des milliers d'enfants ont été adoptés cette année-là. Des milliers. Avec une bracelet identique à celle-ci, répliqua Marc en la prenant sur le bureau. Une bracelet que j'ai fait fabriquer sur mesure et dont il n'existe que 2 exemplaires au monde. Sophia porta la main à sa tempe, soudain prise de vertige. C'était trop d'informations, trop d'émotions, trop d'impossibilités qui semblaient soudain possibles. Je ne peux pas être votre fille. Je m'appelle Sophia Mercier. J'ai grandi à Montpellier. Mes parents sont Louise et Pierre Mercier. Sophia, dit Marc doucement en s'approchant. Je ne veux pas vous bousculer. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Mais laissez-moi au moins vérifier. Un test ADN, c'est tout ce que je demande. Si je me trompe, vous aurez votre poste d'assistante, et on n'en parlera plus jamais. Mais si j'ai raison, il laissa la phrase en suspens, les implications trop énormes pour être formulées. Sophia le regardait, déchirée. Une partie d'elle voulait fuir ce bureau, fuir cet homme et ses yeux bleus emplis d'un espoir déchirant, mais une autre partie, une partie qu'elle ne connaissait pas, murmurait « Et si elle avait vraiment une famille, un père qui l'avait cherchée pendant 25 ans, un passé qui expliquait ce vide qu'elle avait toujours senti en elle sans savoir pourquoi. »« D'accord, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « D'accord pour le test ?» Le soulagement qui envahit le visage de Marc fut si intense que Sophia dut détourner le regard. « Merci, » souffla-t-il. « Merci, je vais contacter un laboratoire privé. » « Discret. Les résultats prennent généralement 1 semaine. »« 1 semaine, » répéta Sophia, sonnée. « En attendant, vous travaillerez ici normalement, comme prévu, si vous voulez toujours le poste, bien sûr. » Elle hocha la tête mécaniquement. Travailler normalement, comme si quelque chose dans sa vie pouvait encore être normal après cette conversation, Marc appela son assistante personnelle, demandant qu'on installe Sophia dans son bureau, puis il prit rendez-vous avec un laboratoire médical qu'il connaissait, expliquant la situation, insistant sur la confidentialité absolue. Pendant ce temps, Sophia restait assise, regardant fixement la bracelet à son poignet. Combien de fois l'avait-elle touchée machinalement au fil des années? Combien de fois s'était-elle demandé d'où elle venait? Qui l'avait mise à son poignet? Quelle histoire elle portait? Une image lui traversa soudain l'esprit, floue, comme un rêve à moitié oublié. Des mains d'homme attachant quelque chose à son poignet, une voix grave murmurant « Pour que tu te souviennes toujours que papa t'aime. » Ma princesse, elle porta instinctivement la main à sa bouche, étouffant un sanglot.
Sophia, ça va. Marc était près d'elle, inquiet. Je viens de me souvenir de quelque chose. Ou je crois, quelqu'un m'appelait princesse. Les yeux de Marc se remplirent de larmes. C'était mon surnom pour elle, pour Anaïs. Je l'appelais toujours ma princesse. Ils se regardèrent, et dans ce regard passa quelque chose d'indicible. Un lien, une reconnaissance, quelque chose d'ancien et de nouveau à la fois. « Monsieur Chevalier, le laboratoire peut vous recevoir cet après-midi à 15h, annonça la voix de l'assistante par l'interphone. Marc essuya discrètement ses yeux. « Parfait. Merci Valérie. » Il se tourna vers Sophia. « On y va ensemble. » Elle acquiesça. Incapable de parler, le reste de la matinée passa dans un brouillard. Sophia fut installée dans un bureau lumineux au 5e étage, rencontra quelques collègues dont elle oublierait les noms immédiatement, reçut des documents à trier qu'elle ne regarderait même pas. Son esprit était ailleurs, dans un parc de Lyon, 25 ans plus tôt, dans les bras d'un homme qui l'appelait princesse, dans une vie qu'elle avait peut-être vécue et complètement oubliée. À 15h, ils étaient au laboratoire, frottis buccaux, formulaire, signature. Le technicien promit des résultats dans 5 à 7 jours ouvrables. 7 jours pour savoir si sa vie entière était une page qu'il fallait tourner pour en commencer une nouvelle. Alors qu'ils sortirent du laboratoire, Marc se tourna vers elle. « Ah Sophia, quoi qu'il arrive, merci d'avoir accepté. » Elle hocha la tête, serrant sa bracelet comme une bouée de sauvetage. Et quelque part dans sa tête, une voix d'homme continuait à chanter une berceuse qu'elle aurait juré ne jamais avoir entendue. Isabelle Renaud ajusta ses lunettes Chanel et relut le mail pour la 3e fois. Nouvelle assistante pour Marc, Sophia Mercier, 27 ans, originaire de Montpellier. Rien d'extraordinaire en soi. Marc changeait d'assistante tous les 6 mois environ. Aucune ne supportait longtemps son humeur sombre et ses silences interminables. Elle referma son ordinateur portable et se leva de son bureau d'administratrice, situé au 7e étage du building. Autant aller jeter un œil à cette nouvelle recrue, par pure curiosité professionnelle. Bien sûr, le trajet en ascenseur jusqu'au 5e étage lui sembla durer une éternité. Isabelle se regarda dans le miroir de la cabine. 52 ans, mais elle en paraissait facilement 10 de moins. Tailleur Dior impeccable, cheveux blonds coupés au carré, maquillage discret mais parfait. Elle avait toujours su maintenir les apparences. Les portes s'ouvrirent dans un tintement doux. Elle s'avança dans le couloir, saluant d'un hochement de tête quelques employés qui s'écartaient respectueusement sur son passage. Tout le monde connaissait Isabelle Renaud, l'ex-femme du patron, celle qui était restée malgré le divorce, celle qu'il valait mieux ne pas contrarier. Le bureau de la nouvelle assistante se trouvait au fond, près des baies vitrées donnant sur le Rhône. Isabelle s'approcha, un sourire professionnel plaqué sur le visage. « Bonjour, vous devez être… » Elle s'arrêta net. La jeune femme levait la tête de son ordinateur, un sourire poli aux lèvres, cheveux châtains, yeux couleur miel, la fossette au menton, la forme du visage. Non, non, ce n'est pas possible. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. 25 ans qu'elle vivait avec ce secret enfoui au plus profond de son âme. 25 ans qu'elle s'était convaincue que personne ne saurait jamais, que la petite avait dû grandir quelque part, loin, sans jamais revenir. Et la voilà, Anaïs, madame. Ça va, vous êtes toute pâle, la voix de la jeune femme. Anaïs, bon sang, c'est Anaïs, la ramena brutalement à la réalité. Isabelle s'agrippa au chambranle de la porte, forçant son visage à reprendre une expression neutre. « Excusez-moi, j'ai eu un petit vertige. »« Ça va passer. » Elle inspira profondément, puisant dans ses années d'expérience en négociations difficiles pour retrouver son sang-froid. « Vous êtes la nouvelle assistante de Monsieur Chevalier, c'est bien ça ?»« Oui, Sophia Mercier, ravie de vous rencontrer. » Sophia tendit la main. Isabelle la serra machinalement, et c'est là qu'elle la vit, la bracelet. Le maudit bracelet au papillon argenté qui brillait à son poignet gauche. Merde, 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 merde. Isabelle Renaud, administratrice. Je travaille ici depuis… oh, très longtemps. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée, reculant d'un pas. Bon, je vous laisse vous installer, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mon bureau est au 7e, sans attendre de réponse.
Isabelle tourna les talons et s'éloigna d'un pas qu'elle s'efforçait de garder mesuré, mais dès qu'elle fut hors de vue, elle se précipita dans les toilettes des dames, s'enferma dans une cabine et s'effondra sur la cuvette fermée, la tête entre les mains. 25 ans plus tôt, elle avait été folle. Folle d'amour, folle de jalousie, folle tout court. Marc l'aimait, elle en était certaine. Mais pas assez, jamais assez, depuis la naissance d'Anaïs. Elle avait eu l'impression d'être devenue transparente. Marc ne regardait plus qu'elle. Cette gamine ne parlait plus que d'elle, ne vivait plus que pour elle. Isabelle était devenue une étrangère dans sa propre maison. Alors elle avait eu cette idée. Terrible, monstrueuse. Mais elle s'était convaincue que c'était la seule solution. Si la petite disparaissait, Marc aurait besoin d'elle. Il se raccrocherait à elle. Ils traverseraient cette épreuve ensemble et ça les rapprocherait. Elle avait trouvé Sophie Dubois par une connaissance louche, une femme sans scrupules qui faisait ce genre de boulot pour de l'argent. Le plan était simple. Enlever la gamine au parc, la déposer dans un orphelinat loin de Lyon et faire disparaître toute trace. Ça avait fonctionné à merveille, trop bien même, sauf que Marc ne s'était pas raccroché à elle. Au contraire, il s'était refermé comme une huître. Leur mariage était mort en même temps que disparaissait Anaïs. Le divorce avait suivi, inévitable. Et pendant toutes ces années, Isabelle avait porté ce poids, cette culpabilité écrasante qu'elle avait enterrée sous des tonnes de déni et de rationalisation. Elle s'était répété que la petite était mieux ailleurs, qu'elle avait probablement été adoptée par une famille aimante, qu'elle était heureuse quelque part, mais maintenant, elle était de retour. Isabelle se redressa, s'essuya les yeux. Elle ne pleurait jamais, surtout pas au bureau. Il fallait qu'elle réfléchisse. Que Marc fasse le lien ou non avec cette Sophia, c'était déjà trop dangereux. Si quelqu'un commençait à creuser, à poser des questions, à vérifier les dates et les lieux, elle sortit des toilettes, se recomposa un visage dans le miroir et retourna à son bureau. Elle devait agir. Vite, intelligemment. Les jours suivants, Isabelle mit son plan en action avec la précision d'une chirurgienne. D'abord, les petites choses, un dossier important qui disparaissait mystérieusement du bureau de Sophia, un mail urgent qui n'arrivait jamais à destination, un rendez-vous mal noté dans l'agenda. Sophia commençait à douter d'elle-même. Isabelle la voyait devenir de plus en plus nerveuse, de plus en plus stressée. Ensuite, les rumeurs, un mot glissé ici, une remarque là. « Vous avez vu comment Monsieur Chevalier la regarde ? C'est bizarre, non ? Paraît qu'elle vient de nulle part, cette fille. Même pas de vraie référence. Méfiez-vous, j'ai entendu dire qu'elle cherchait juste à se faire bien voir pour monter dans la hiérarchie. » Le venin se répandait lentement, mais sûrement dans les open space et les salles de pause. Mais le pire, c'était Marc. Isabelle le voyait protéger Sophia avec une intensité qui lui glaçait le sang. Il la défendait lors des réunions, passait des heures dans son bureau, la regardait avec ses yeux qu'il avait eus pour Anaïs autrefois. Il sait, ou du moins, il se doutait de quelque chose. Un après-midi de la 2e semaine, Isabelle croisa Marc dans le couloir. Il avait l'air épuisé, mais également fébrile, comme quelqu'un qui attend des nouvelles cruciales. « Marc, on peut parler 1 minute. » Il hésita, puis acquiesça. Ils entrèrent dans une salle de réunion vide. « Qu'est-ce qui se passe avec cette Sophia ?» attaqua-t-elle directement. Marc la fixa, sur ses gardes. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne me prends pas pour une idiote. Tout le monde a remarqué comment tu la traites. » Avec des pincettes, comme si elle était en porcelaine, c'est juste une assistante. Marc, une gamine de 27 ans qui... Ça ne te regarde pas, Isabelle. Le ton était sec, définitif. Mais Isabelle insista. Si ça affecte l'entreprise, si ça crée des tensions dans les équipes... Alors si, ça me regarde. Je suis administratrice, je te rappelle. Marc se leva, visiblement agacé. Sophia fait très bien son travail. Les rumeurs et les petites mesquineries. Ça, par contre, je n'en veux pas. Et je te suggère de faire passer le message. Il sortit sans se retourner, laissant Isabelle seule avec sa peur grandissante. Ce soir-là, elle resta tard au bureau, fouillant dans les dossiers administratifs. Naissance, adoption, parcours scolaire, tout y était. Sophia Mercier, née le 15 avril 1997, la même date qu'Anaïs, adoptée en septembre 1999 de l'orphelinat Sainte-Marie de Toulouse. Toulouse
Exactement là où Sophie Dubois avait déposé la petite, Isabelle sentit la nausée la submerger. C'était bien elle. C'était Anaïs. Et si Marc découvrait la vérité, elle referma brusquement le dossier. Il fallait qu'elle agisse avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les tests ADN, car il y aurait forcément des tests, ne reviennent. Avant que tout son monde ne s'effondre, le lendemain, elle attendit Sophia dans le parking souterrain de Villeurbanne, près du bâtiment annexe. Quand la jeune femme sortit de sa vieille Clio, Isabelle s'approcha, le visage de marbre. « Sophia, on doit parler. » La jeune femme sursauta, surprise. « Madame Renaud, qu'est-ce que… » Marc Chevalier est mon ex-mari. Je le connais depuis 30 ans, et je sais exactement ce qu'il est en train de faire. Sophia pâlit. « Je ne vois pas de quoi vous… Il te manipule. » La coupa Isabelle froidement. « Cette bracelet à ton poignet, cette attention qu'il te porte. Il cherche à remplacer sa fille disparue. Tu n'es qu'un objet pour lui, un moyen d'apaiser sa culpabilité. »« Ce n'est pas vrai, » souffla Sophia, mais sa voix manquait de conviction. Isabelle sourit, un sourire sans chaleur. « Dans ce monde, ma petite, les coïncidences n'existent pas, seulement les mensonges bien emballés. Méfie-toi de ce qu'il te promet, méfie-toi de ce qu'il te fait croire. » Marc Chevalier détruit tout ce qu'il touche. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Sophia pétrifiée dans le parking sombre, le doute s'insinuant comme du poison dans son esprit. Les jours s'égrenaient avec une lenteur insupportable. Sophia se sentait tiraillée entre l'excitation terrifiante de ce que les résultats pourraient révéler et le doute venimeux qu'Isabelle avait planté dans son esprit. « Tu n'es qu'un objet pour lui ». Ces mots résonnaient sans cesse dans sa tête, même quand elle essayait de les ignorer. Marc, lui, vivait dans un état de tension permanente. Il vérifiait son téléphone toutes les 10 minutes, espérant un appel du laboratoire. Chaque fois qu'il croisait Sophia dans les couloirs, il lui adressait un sourire qui se voulait rassurant, mais qui trahissait son anxiété. Le 5e jour, un vendredi soir, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, Marc frappa à la porte du bureau de Sophia. « Tu as 1 minute ?» Elle leva les yeux de son écran, surprise. Il ne l'avait jamais tutoyée auparavant. « Oui, bien sûr. » Il entra, referma la porte derrière lui et resta un moment debout, les mains dans les poches, visiblement en proie à un débat intérieur. « Je sais que cette semaine a dû être bizarre pour toi. L'attente, les regards des collègues, les rumeurs. »« Je suis désolée. » Sophia secoua la tête. « Ce n'est pas votre faute. Enfin, ce n'est la faute de personne. C'est juste, surréaliste. »« Oui, » acquiesça Marc. « Surréaliste, c'est le mot. » Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qui s'illuminait dans le crépuscule. « Sophia, j'aimerais te montrer quelque chose. Si tu es d'accord, ça pourrait t'aider à comprendre, ou au contraire te faire fuir en courant. Je ne sais pas trop. » Elle le rejoignit près de la fenêtre, intriguée. « Me montrer quoi ?» Marc se tourna vers elle, et dans ses yeux bleus, Sophia vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais perçue chez personne. La chambre d'Anaïs, dans la maison familiale. Je l'ai gardée exactement comme elle était. Personne n'y est entré depuis 25 ans, à part moi. Le cœur de Sophia se mit à battre plus fort. « Vous voulez que je vienne chez vous ? Seulement si tu en as envie. Pas d'obligation, mais je me dis que, si tu es vraiment elle, peut-être que quelque chose là-bas te parlera, te fera te souvenir. » Sophia hésita. Une partie d'elle voulait fuir, retourner à sa petite vie simple à Montpellier, oublier tout ça. Mais une autre partie, plus profonde, plus insistante, murmurait « Oui, vas-y, va voir. »« D'accord, » dit-elle finalement. « Allons-y. » Le trajet jusqu'à Caluire-et-Cuire se fit dans un silence confortable. Marc conduisait sa Mercedes avec la fluidité de quelqu'un qui connaît chaque virage par cœur. Sophia regardait défiler les rues de Lyon, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. La villa apparut au détour d'une allée bordée de platanes centenaires, immense, élégante, avec ses pierres ocres et ses volets bleus. Un jardin magnifique l'entourait, légèrement à l'abandon mais encore beau dans sa sauvagerie contrôlée. « C'est grand », murmura Sophia en descendant de la voiture. « Trop grand pour une seule personne », répondit Marc avec un sourire triste. « Mais je n'ai jamais pu me résoudre à la vendre, cette maison. C'est tout ce qu'il me reste d'elle, d'eux, de ma famille. » Ils entrèrent.
L'intérieur était aussi imposant que l'extérieur. Parquet en chêne, moulures au plafond, mobilier ancien mais soigné. Tout était impeccable. Presque trop. Comme si la maison attendait le retour de quelqu'un. Marc monta l'escalier de marbre. Sophia sur ses talons, au premier étage. Il s'arrêta devant une porte blanche ornée d'un autocollant décoloré représentant un papillon. « Tu es prête ?» Sophia hocha la tête, la gorge serrée. Marc poussa doucement la porte. La chambre était figée dans le temps. Des murs peints en rose pâle, couverts de papillons argentés de toute taille. Un lit à baldaquin blanc avec une montagne de peluches. Un lapin, un ours, une girafe, une table basse avec des crayons de couleurs éparpillées, des feuilles de dessin, un livre d'histoires ouvert, un mobile musical suspendu au plafond, ses étoiles et lunes brillantes encore capables de tourner, et partout, des papillons, sur les rideaux, sur le tapis, sur la lampe de chevet. Sophia fit un pas dans la chambre, puis un autre. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de renfermé et de quelque chose d'autre, quelque chose de familier, lavande. Je mettais toujours de la lavande dans sa chambre, expliqua Marc doucement. Elle adorait ça. Ça l'aidait à s'endormir. Sophia s'approcha du mur où étaient punaisés des dessins d'enfants, des gribouillis colorés représentant des bonshommes bâtons, une maison, un soleil, et toujours des papillons. Elle était obsédée par les papillons, continua Marc, la voix chargée d'émotion. Elle disait qu'ils étaient libres, qu'ils pouvaient aller partout. C'est pour ça que j'ai fait faire les bracelets avec ce motif. Sophia toucha délicatement l'un des dessins. Et soudain, comme une vague déferlante, l'image lui vint. Elle était là, petite, assise par terre avec des crayons. Un homme, Marc, forcément Marc, était assis à côté d'elle. Il tenait sa petite main, l'aidant à dessiner. « Regarde, ma princesse, tu fais le corps du papillon comme ça, et après les ailes, grandes et belles comme toi. » Sophia porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Je me souviens, » murmura-t-elle. « Je me souviens de ce moment, vous. Vous m'appreniez à dessiner des papillons. » Marc s'approcha, les larmes coulant librement sur ses joues maintenant. « Tu adorais dessiner. On passait des heures ici, par terre, à créer des mondes entiers avec des crayons. D'autres images affluaient, maintenant, comme un barrage qui cède, le mobile qui tournait au-dessus du lit, la berceuse. Frère Jacques. Dormez-vous » Marc la portant, la faisant tournoyer dans la chambre jusqu'à ce qu'elle rie aux éclats. Le lapin en peluche qui s'appelait « Pompon », dit-elle soudain. « Le lapin s'appelle Pompon. » Marc s'immobilisa. « Comment tu peux savoir ça ?» Sophia se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Parce que je m'en souviens. Je me souviens de tout. Les papillons, la lavande, vous qui chantiez, maman qui... » Elle s'arrêta net. Une autre image, plus sombre celle-là, une femme blonde aux yeux froids, une dispute, des cris, et puis... « Je me souviens du parc, » dit-elle d'une voix brisée. « Des balançoires. Vous étiez là, et puis vous n'étiez plus là. Quelqu'un m'a prise. Une dame. Elle m'a dit de ne pas crier, que tout irait bien. Mais j'avais peur. J'avais tellement peur. » Marc la prit dans ses bras, incapable de retenir ses sanglots plus longtemps. « Je suis désolée, mon Dieu. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû... » « Ce n'est pas votre faute, » murmura Sophia contre son épaule. Vous ne pouviez pas savoir. Ils restèrent ainsi longtemps, au milieu de cette chambre fantôme, s'accrochant l'un à l'autre comme deux naufragés. 25 ans de séparation se dissolvaient dans cette étreinte, dans ces larmes partagées, quand ils se séparèrent finalement. Marc prit le visage de Sophia entre ses mains. « Tu es ma fille. Je le sais. Je l'ai toujours su. Dès l'instant où tu es entrée dans mon bureau, le test ne fera que confirmer ce que mon cœur sait déjà. » Sophia hocha la tête, incapable de parler. Elle regarda autour d'elle. Cette chambre qui était la sienne, cette vie qu'on lui avait volée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi quelqu'un m'aurait enlevée? Qui ferait une chose pareille ?» Marc secoua la tête. « Je ne sais pas. J'ai cherché pendant des années. La police n'a jamais trouvé de mobile. Pas de demande de rançon. Rien. C'était comme si tu avais simplement disparu dans la nature. » Sophia frissonna. L'image de la femme blonde revenait, floue mais présente.
Cette femme qui l'avait regardée avec quelque chose dans les yeux. Pas de la gentillesse, pas de la cruauté non plus, quelque chose de pire, de l'indifférence. « Je veux savoir », dit Sophia avec une détermination nouvelle. « Je veux savoir ce qui s'est passé ce jour-là, qui m'a enlevé, pourquoi ?» Marc acquiesça gravement. « Moi aussi. Et quand on aura les résultats du test, quand on sera sûr à 100%, on trouvera, je te le promets, même si ça doit me prendre encore 25 ans, on trouvera. » Sophia prit sa main, entrelaçant leurs doigts. La bracelet à son poignet brilla doucement dans la lumière du crépuscule qui filtrait par la fenêtre. « Papa », murmura-t-elle, testant le mot sur sa langue. Marc ferma les yeux, une nouvelle vague d'émotion le submergeant. « Ma princesse », répondit-il d'une voix brisée. « Ma petite princesse. » Dehors, la nuit tombait sur Lyon, mais dans la chambre aux papillons, quelque chose renaissait, quelque chose qui avait été brutalement arraché 25 ans plus tôt et qui, contre toute attente, retrouvait enfin sa place. Une famille, brisée, meurtrie, mais vivante et déterminée à découvrir la vérité. Le lundi matin suivant, Marc arriva au bureau avec une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il avait dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans ce vide béant qui le rongeait habituellement. Sophia était sa fille. Il le savait maintenant avec une certitude absolue. Le test ADN ne serait qu'une formalité. Il passa voir Sophia dès son arrivée. Elle était déjà à son bureau, concentrée sur des dossiers, et quand elle leva les yeux vers lui, un sourire timide éclaira son visage. « Bonjour, papa. » Le mot était encore hésitant, fragile, mais il était là. Marc sentit son cœur se gonfler d'une joie qu'il avait cru impossible. « Bonjour, ma puce. Bien dormi. » Étrangement, oui. Malgré tout, ils échangèrent un regard complice, chargé de cette intimité toute neuve, encore précaire mais déjà profonde. Marc allait dire quelque chose quand son téléphone vibra. Le laboratoire. Il décrocha immédiatement, le cœur battant. « Monsieur Chevalier, nous avons les résultats de votre test ADN. Souhaitez-vous que nous vous les communiquions par téléphone ou préférez-vous venir les chercher ?»« Dites-moi maintenant », répondit Marc d'une voix tendue. Sophia s'était levée, les mains crispées sur le bord de son bureau. Le test confirme une relation de parenté directe avec une compatibilité de 97%. Vous êtes bien le père biologique de mademoiselle Mercier ? Marc ferma les yeux, submergé par l'émotion, même s'il le savait déjà. Entendre ces mots officiellement le bouleversait jusqu'au plus profond de son être. « Merci », dit-il simplement, avant de raccrocher. Il regarda Sophia, qui attendait, les larmes aux yeux. « 97%, annonça-t-il d'une voix brisée. « Tu es ma fille. » Sophia porta les mains à son visage et éclata en sanglots. Marc la rejoignit en deux enjambées et la serra dans ses bras, tandis qu'elle pleurait contre son épaule. Des larmes de soulagement, de joie, de retrouvailles. « On l'a fait, » murmura-t-elle. « On s'est retrouvés. Oui, ma princesse, on s'est retrouvés. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, indifférents au monde extérieur, à l'entreprise, au regard potentiel. Plus rien n'avait d'importance que cet instant. Mais à quelques bureaux de là, quelqu'un d'autre venait d'apprendre la nouvelle. Isabelle était dans son bureau quand Valérie, l'assistante personnelle de Marc, mentionna innocemment lors d'une réunion qu'il avait reçu un appel du laboratoire médical et qu'il semblait bouleversé de joie. Les pièces du puzzle se mirent en place instantanément dans l'esprit d'Isabelle. Le test ADN est revenu positif. Elle se rua aux toilettes, prise de nausée. C'était fini. Tout était fini. Marc savait maintenant. Et combien de temps avant qu'il ne commence à creuser ? Avant qu'il ne découvre comment Anaïs avait vraiment disparu ? Avant que toute la vérité n'éclate au grand jour ? Elle s'aspergea le visage d'eau froide, se força à respirer calmement. Non, ce n'était pas fini. Pas encore. Elle avait encore une carte à jouer. Une dernière, décisive. Il fallait briser le lien entre Marc et Sophia, le détruire avant qu'il ne devienne trop fort, et elle savait exactement comment faire. L'après-midi même, Isabelle se rendit discrètement dans le bureau de Sophia pendant que celle-ci était en réunion. Elle fouilla rapidement dans les tiroirs, trouva ce qu'elle cherchait, le sac personnel de Sophia, et y glissa une enveloppe Kraft soigneusement préparée. Puis elle attendit, en fin de journée, alors que Sophia rangeait ses affaires pour partir, elle découvrit l'enveloppe.
Son nom était écrit dessus d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Intriguée, elle l'ouvrit, à l'intérieur, plusieurs documents. Le premier était une copie du testament de Marc, datant d'il y a 10 ans, où il léguait toute sa fortune à Anaïs Chevalier si elle était retrouvée. Le deuxième était un article de journal sur la disparition, avec une photo floue d'Anaïs enfant. Le troisième était une note dactylographiée. Marc Chevalier a désespérément besoin de retrouver sa fille. Pas par amour, par culpabilité. Tu n'es qu'un moyen pour lui de se racheter. Tu n'es qu'une remplaçante, une version acceptable de celle qu'il a perdue. Penses-tu vraiment qu'il t'aime pour qui tu es? Il t'aime pour qui tu représentes? Pour l'argent de l'héritage? Pour apaiser sa conscience? Tu n'es qu'un objet, Sophia. Un objet pour combler un vide. Quand il se sera lassé de jouer à la famille retrouvée, que te restera-t-il? Sauve-toi tant qu'il est encore temps. Pars avant qu'il ne te détruise comme il détruit tout ce qu'il touche. Sophia relut la note 3 fois, les mains tremblantes. Les mots d'Isabelle dans le parking revenaient en écho. Il te manipule. Tu n'es qu'un objet pour lui. Et maintenant ce testament, cette fortune colossale, ces millions d'euros qui lui reviendraient automatiquement si elle était officiellement reconnue comme Anaïs Chevalier. Non, non, ce n'est pas vrai. Papa n'est pas comme ça. Mais une petite voix insidieuse murmurait. Et si c'était vrai? Et si tout ça n'était qu'une manipulation élaborée? Tu ne le connais que depuis 2 semaines. Comment peux-tu être sûre? Sophia fourra les documents dans son sac, le cœur en vrac. Elle devait partir, réfléchir, prendre du recul. Elle quitta le bureau sans dire au revoir à personne, ignorant les messages de Marc qui lui demandait si elle voulait dîner avec lui pour fêter les résultats. Le lendemain matin, elle n'arriva pas au travail. Marc l'appela, inquiet, pas de réponse. Il se rendit à son appartement à Villeurbanne, personne. Le concierge lui apprit que mademoiselle Mercier était partie tôt le matin avec une valise. La panique s'empara de Marc. Il rappela, encore et encore, tomba sur la messagerie, envoya des dizaines de messages. Rien. Sophia avait disparu. Exactement comme Anaïs 25 ans plus tôt, Marc retourna au bureau comme un zombie. Il convoqua une réunion d'urgence avec l'équipe de sécurité, demanda qu'on retrouve Sophia, mais elle était majeure. Elle avait le droit de partir. Il ne pouvait pas la forcer à revenir. Les jours passèrent. 1 semaine, 2 semaines. Marc sombrait. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Son entreprise commençait à en pâtir. Les employés chuchotaient dans son dos. Certains pensaient qu'il devenait fou. Isabelle observait tout cela avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Son plan avait fonctionné. Sophia était partie. Le secret était en sécurité. Mais en voyant Marc se décomposer jour après jour, quelque chose en elle commençait à vaciller. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Le détruire complètement. 1 mois passa, puis 2, puis 3. Marc était l'ombre de lui-même. Il avait engagé des détectives privés pour retrouver Sophia, mais elle avait complètement disparu, changé de téléphone, quitté son appartement, ne donnait plus de nouvelles à personne. La nuit, seul dans sa grande maison vide, Marc s'asseyait dans la chambre au papillon et pleurait. Il avait retrouvé sa fille pendant 2 semaines, 14 jours précieux, merveilleux, et l'avait perdue à nouveau. Cette fois, c'était pire que tout, parce que maintenant, il savait ce qu'il avait perdu. Il connaissait son sourire, son rire, la façon dont elle disait « papa » avec cette hésitation adorable, et elle était partie. Pourquoi? Cette question le hantait jour et nuit. Pourquoi avait-elle fui? Qu'est-ce qui l'avait effrayé? Qu'est-ce qui l'avait fait de mal? Il ne comprenait pas, ne comprendrait peut-être jamais. Dans un appartement modeste de Marseille, Sophia vivait sous un faux nom. Travaillant dans un café, elle avait coupé tous les ponts, effacé toute trace. Chaque soir, elle regardait la bracelet à son poignet et pleurait. Elle avait fait une erreur, une terrible erreur. En fuyant, elle avait laissé derrière elle la seule personne qui l'avait jamais vraiment aimée. Mais la peur avait été plus forte. La peur d'être utilisée, manipulée, de n'être qu'un pansement sur une blessure vieille de 25 ans. Elle ne savait pas que pendant ce temps, à Lyon, son père se mourait lentement de chagrin. Elle ne savait pas qu'Isabelle Renaud dormait de moins en moins bien. Rongée par une culpabilité qui refusait de disparaître, elle ne savait pas que quelqu'un d'autre cherchait la vérité. Un investigateur privé obstiné qui ne lâchait jamais une affaire et qui venait de faire une découverte capitale. Jean-Pierre Dubois avait 60 ans,
35 années d'expérience comme détective privé et un instinct qui ne le trompait jamais. Quand Marc Chevalier l'avait engagé 3 mois plus tôt pour retrouver Sofia, il avait immédiatement senti que cette affaire cachait quelque chose de plus profond qu'une simple fugue. Il avait commencé par les bases, témoignages des collègues, relevés bancaires, appels téléphoniques. Sofia avait vidé son compte en banque le jour de sa disparition, acheté un billet de train pour Marseille en espèces, puis, plus rien, comme si elle s'était volatilisée. Mais ce qui intriguait Jean-Pierre, c'était le pourquoi. Pourquoi une jeune femme qui venait de découvrir son véritable père, qui semblait heureuse de ses retrouvailles, s'enfuyait-elle du jour au lendemain? Quelque chose, ou quelqu'un, l'avait effrayée. Il avait interrogé discrètement les employés de l'entreprise. Plusieurs mentionnèrent les rumeurs, l'ambiance tendue, les regards hostiles, et un nom revenait sans cesse. Isabelle Renaud, Jean-Pierre creusa, l'ex-femme de Marc, toujours présente dans l'entreprise malgré le divorce. Étrange, il consulta les archives, les vieux articles de presse sur la disparition d'Anaïs en 1999. Isabelle était là, effondrée devant les caméras, jouant la mère dévastée. Quelque chose clochait. Il décida de fouiller plus profond, relevés bancaires anciens, ceux d'il y a 25 ans. Ça lui prit des semaines, des faveurs appelées auprès de contacts dans diverses banques, mais il finit par trouver, en mai 1999, 1 mois avant la disparition d'Anaïs, Isabelle Renaud avait retiré 50 000 francs en liquide, une somme énorme pour l'époque. Puis, en juin, juste après la disparition, un virement de 100 000 francs vers un compte appartenant à une certaine Sophie Dubois, Jean-Pierre sentit son pouce accélérer. Il chercha cette Sophie Dubois, casier judiciaire, plusieurs condamnations pour trafic, complicité d'enlèvement, faux papiers, une femme sans scrupules qui louait ses services pour des boulots sales, et qui vivait maintenant dans un village paumé près de Toulouse, sous une identité à moitié légale. Jean-Pierre prit le premier train pour Toulouse. Il trouva Sophie dans une maison délabrée en périphérie, une femme de 60 ans, au visage marqué par l'alcool et les remords. Quand il montra sa carte de détective et prononça les noms d'Isabelle Renaud et d'Anaïs Chevalier, elle devint livide. « Je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait », murmura-t-elle. « Ça fait 25 ans que j'attends. » Et elle raconta tout, comment Isabelle l'avait contactée, comment elle lui avait proposé 100 000 francs pour enlever la gamine au parc et la déposer à l'orphelinat de Toulouse. Comment elle avait fait exactement ça, sans poser de questions, parce que l'argent était bon et que sa conscience était déjà morte depuis longtemps. « J'ai pas fait de mal à la petite », insista-t-elle. « Je l'ai juste emmenée. Elle pleurait, elle appelait son papa, mais je l'ai laissée à l'orphelinat avec la bracelet qu'elle portait. Je me suis dit qu'au moins, elle aurait ça. » Jean-Pierre enregistrait tout sur son téléphone, avec l'accord de Sophie qui semblait presque soulagée de pouvoir enfin cracher ce secret qui la rongeait. « Pourquoi vous me racontez tout ça maintenant ?» demanda-t-il. Sophie le regarda avec des yeux vides. « Parce que je vais mourir bientôt. Cancer, 3 mois, maximum. Et je veux pas partir avec ça sur la conscience. Cette gamine, elle devait avoir une vie, des parents qui l'aiment. Et moi, je lui ai volé ça. Pour de l'argent, Jean-Pierre repartit avec l'enregistrement, les coordonnées bancaires, tout. Il avait enfin la vérité. Isabelle Renaud avait orchestré l'enlèvement de sa propre fille. Restait à le prouver formellement. Et surtout, à retrouver Sofia pour lui dire la vérité. Pour qu'elle sache que Marc n'était pas le manipulateur qu'on lui avait fait croire, mais la victime d'une machination monstrueuse. Il retourna à Lyon et présenta ses découvertes à Marc. La réaction fut explosive. Marc devint blanc comme un linge, puis rouge de rage. Ses mains tremblaient en écoutant l'enregistrement de Sophie Dubois. « Isabelle », souffla-t-il, incrédule. C'était Isabelle depuis le début. Tout prenait sens maintenant. Son insistance à rester dans l'entreprise après le divorce. Sa nervosité quand Sofia était apparue, sa campagne de sabotage. Elle savait, dit Marc d'une voix blanche. Depuis le début, elle savait que Sofia était Anaïs. Et elle a tout fait pour nous séparer à nouveau. Jean-Pierre acquiesça gravement. J'ai aussi trouvé quelque chose dans le bureau de Sofia. Ou plutôt, quelqu'un l'a trouvé pour moi. Il sortit une enveloppe de sa sacoche, l'enveloppe Kraft avec les documents falsifiés et la lettre cruelle. Un agent de nettoyage l'a récupérée dans la corbeille de Sofia le soir de sa disparition. Il ne savait pas quoi en faire. Alors il l'a gardée. Quand j'ai interrogé le personnel, il me l'a donnée. Marc lut la lettre
Et à chaque mot, sa fureur grandissait. Tout était là. Le venin, la manipulation, les mensonges soigneusement tissés pour détruire la confiance fragile entre lui et Sofia. « C'est pour ça qu'elle est partie », dit-il d'une voix brisée. « Elle a cru ces conneries. Elle a cru que je l'utilisais. Isabelle a joué sur ses peurs, sur ses insécurités, » confirma Jean-Pierre. « Sofia ne vous connaissait que depuis 2 semaines. C'était facile de la faire douter. » Marc serra la lettre dans son poing, les larmes de rage coulant sur ses joues. « Je vais la détruire. Je vais détruire Isabelle pour ce qu'elle nous a fait. »« Avec plaisir, » répondit Jean-Pierre. « Mais d'abord, on retrouve votre fille. J'ai peut-être une piste à Marseille, une serveuse qui correspond au signalement de Sofia, qui travaille sous un faux nom dans un café du Vieux-Port. » Marc se leva d'un bond. « Allons-y maintenant. Attendez, » tempéra Jean-Pierre. « Il faut d'abord qu'elle sache la vérité. Si vous débarquez comme ça, elle risque de fuir à nouveau. Laissez-moi la contacter, lui expliquer, lui montrer les preuves. Ensuite, ce sera à elle de décider si elle veut vous voir. » Marc voulait protester, mais il savait que le détective avait raison. Sofia avait besoin de la vérité avant de pouvoir faire confiance à nouveau. « D'accord, » dit-il finalement, « mais faites vite. Je ne peux plus supporter de vivre sans elle, pas maintenant que je sais qu'elle est là, quelque part, pensant que je l'ai trahie. » Jean-Pierre partit pour Marseille le lendemain matin. Il trouva le café facilement, le Moulin Bleu, dans une ruelle pittoresque du Vieux-Port, et là, derrière le comptoir, il la vit, Sofia, ou plutôt Julie, d'après son badge, les cheveux coupés courts et teints en noir, mais c'était bien elle. Il s'installa à une table, commanda un café, et attendit la fin de son service. Quand elle sortit à 18h, il l'aborda, Sofia Mercier. Elle se figea, la peur traversant son visage. « Je ne connais personne de ce nom. Vous faites erreur. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois. Je travaille pour votre père, Marc Chevalier, et j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Je ne veux rien savoir, » dit-elle en s'éloignant rapidement. « Laissez-moi tranquille. Isabelle Renaud a orchestré votre enlèvement il y a 25 ans. » Lança-t-il d'une voix forte. Sofia s'arrêta net, se retourna lentement. « Quoi ? Tout ce qu'on vous a raconté était un mensonge. Votre père ne vous manipule pas. Il vous aime. Il vous a toujours aimé. Et il souffre le martyre depuis que vous êtes parti. » Jean-Pierre s'approcha, sortit son téléphone. « Écoutez ça. Et ensuite, vous déciderez. » Il lança l'enregistrement de Sophie Dubois. Sofia écouta, les yeux s'écarquillant d'horreur, à mesure que la vérité se révélait. Quand ce fut fini, elle s'effondra sur un banc, la tête entre les mains. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez cru quelqu'un en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance, » dit doucement Jean-Pierre. « Ce n'est pas votre faute. Il faut que je rentre, » murmura Sofia en se levant. « Il faut que je le voie, que je lui dise. »« Il vous attend, » répondit Jean-Pierre avec un sourire. « Depuis 3 mois, il n'attend que ça. » Le trajet de retour vers Lyon fut le plus long de la vie de Sofia, assise à côté de Jean-Pierre dans sa voiture. Elle regardait défiler le paysage provençal sans vraiment le voir. Son esprit était un tourbillon de culpabilité, de rage et de chagrin. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Comment avait-elle pu croire ses mensonges ? Son père l'avait cherchée pendant 25 ans, et elle l'avait abandonnée au premier doute, alors qu'il ne lui avait jamais rien fait d'autre que l'aimer. « Ne soyez pas trop dur avec vous-même, » dit Jean-Pierre, comme s'il lisait dans ses pensées. Isabelle Renaud est une manipulatrice professionnelle. Elle a eu 25 ans pour perfectionner son art du mensonge. 3 mois, murmura Sofia. Ça fait 3 mois que je l'ai laissé seule. 3 mois qu'il doit penser. Elle ne put finir sa phrase, la gorge serrée par l'émotion. Il ne vous en veut pas, assura Jean-Pierre. Il se fait juste un sang d'encre. Mais maintenant, vous rentrez, et vous allez pouvoir faire ce qu'il faut. Sofia hocha la tête, essuyant ses larmes. Il était temps de réparer ce qui pouvait l'être. Pendant ce temps, à Lyon, Marc était au téléphone avec son avocat. Jean-Pierre l'avait informé qu'il avait retrouvé Sofia et qu'elle rentrait, mais Marc avait une autre mission urgente, rassembler toutes les preuves contre Isabelle et préparer le terrain pour ce qui allait suivre. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça publiquement ?» demanda l'avocat. « On pourrait porter plainte directement, laisser la justice suivre son cours. »« Non », répondit Marc d'une voix dure. « Je veux qu'elle affronte ce qu'elle a fait.
Je veux qu'elle voie les conséquences de ses actes. Elle m'a pris ma fille 2 fois. Elle mérite de perdre tout ce qu'elle a construit sur ce mensonge. » L'avocat soupira, mais acquiesça. Marc Chevalier était un homme brisé qui venait de retrouver une raison de se battre. Il ne reculerait devant rien. Le lendemain, Marc convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Tous les cadres supérieurs, tous les administrateurs, tous les actionnaires majeurs. Réunion obligatoire. Aucune excuse acceptée. Lieu, la salle de réception de sa villa à Caluire-et-Cuire. Isabelle reçut la convocation, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Marc n'avait pas organisé de réunion au conseil depuis des mois, depuis le départ de Sophia. Il était devenu une ombre, déléguant tout, se désintéressant de l'entreprise qu'il avait bâtie. Pourquoi cette soudaine énergie? Elle arriva à la villa avec une demi-heure d'avance, élégante dans son tailleur Chanel gris perle. La maison était magnifique dans la lumière de cette fin d'après-midi d'octobre. Des serveurs s'affairaient, préparant un buffet. Tout semblait normal, trop normal. Les autres membres du conseil arrivèrent progressivement. Le directeur financier, la directrice des ressources humaines, les 3 actionnaires principaux, l'avocat de l'entreprise, même quelques cadres moyens qui n'assistaient habituellement jamais à ce genre de réunion. Pourquoi une telle affluence, à 18 heures précises? Marc fit son entrée. Isabelle eut un choc en le voyant. Il avait l'air différent, plus droit, plus fort, le regard clair et déterminé. Plus rien à voir avec l'épave des 3 derniers mois. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il d'une voix posée. « Je sais que cette convocation était inhabituelle. Mais ce que j'ai à vous dire l'est tout autant. » Il fit signe à Jean-Pierre, qui se tenait dans un coin de la pièce avec un ordinateur portable. « Il y a 25 ans, ma fille Anaïs a disparu. Enlevée dans un parc de Lyon, pendant toutes ces années, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé, qui l'avait prise. Pourquoi ? Isabelle sentit son sang se glacer dans ses veines. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé ma fille. Elle travaillait dans cette entreprise. Sans savoir qui elle était, les tests ADN ont confirmé son identité. Anaïs était revenue. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains connaissaient l'histoire, d'autres découvraient. Mais quelqu'un a tout fait pour nous séparer à nouveau. Quelqu'un qui connaissait la vérité. Quelqu'un qui avait tout à perdre si cette vérité éclatait. Marc se tourna lentement vers Isabelle. Tous les regards suivirent. « Isabelle, je crois que tu as quelque chose à nous dire. » Elle se leva, tentant de garder contenance. « Marc, je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu as retrouvé Anaïs, c'est merveilleux. Mais je ne vois pas le rapport avec... » « Jean-Pierre, l'enregistrement, s'il vous plaît. » Le détective lança le fichier audio. La voix de Sophie Dubois emplit la pièce, racontant comment Isabelle l'avait payée pour enlever Anaïs, comment elle l'avait déposée à l'orphelinat de Toulouse, comment tout avait été planifié. Le silence qui suivit était assourdissant. Isabelle était devenue blanche comme un linge. Ses jambes tremblaient. « C'est un faux, » balbutia-t-elle. « Cette femme ment. Je ne l'ai jamais. » Les relevés bancaires, coupa Marc d'une voix glaciale. Jean-Pierre projeta sur un écran les transferts. Mai 1999, 50 000 francs retirés du compte d'Isabelle. Juin 1999, 100 000 francs virés à Sophie Dubois. Les dates correspondent parfaitement, continua Marc. 1 mois avant l'enlèvement. Puis juste après, Sophie Dubois a tout avoué. Elle est mourante et ne veut plus porter ce poids. Les regards horrifiés de l'assemblée se tournèrent vers Isabelle. La directrice des ressources humaines porta la main à sa bouche. Le directeur financier recula d'un pas, comme si Isabelle était soudain contagieuse. « Isabelle, » dit Marc d'une voix tremblante de rage contenue, « tu as vendu notre fille. Tu l'as arrachée à moi pour satisfaire ton obsession malade. Tu m'as laissé souffrir pendant 25 ans alors que tu savais exactement ce qui s'était passé. Je ne voulais pas, » commença Isabelle, les larmes montant à ses yeux. « Tu ne voulais pas quoi ?» hurla soudain Marc, perdant son calme. « Tu ne voulais pas que je t'abandonne. Tu ne voulais pas être seule. Alors tu as détruit une enfant de 2 ans, tu as brisé une famille entière. » Isabelle s'effondra sur sa chaise, pleurant maintenant sans retenue. « J'étais désespérée. Tu ne me regardais plus. Tu ne voyais plus que elle. J'ai pensé que si elle partait, tu reviendrais vers moi. Et quand ça n'a pas marché, quand on a divorcé quand même, poursuivit Marc impitoyablement,
Pourquoi ne rien dire alors? Pourquoi laisser cette petite grandir loin de sa famille? J'avais peur, sanglota Isabelle. J'avais peur de la prison, peur de perdre tout ce que j'avais construit. Alors j'ai continué à mentir, encore et encore. Et quand Sophia est revenue, demanda Marc, quand ma fille est entrée dans ce bureau il y a 3 mois, qu'as-tu fait? Isabelle ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Tu as essayé de nous séparer à nouveau, répondit Marc à sa place. Tu lui as menti, tu lui as fait croire que je la manipulais, tu lui as fait tellement peur qu'elle a fui. Et pendant 3 mois, j'ai cru l'avoir perdue pour toujours. Il sortit l'enveloppe avec la lettre cruelle et la jeta sur la table devant Isabelle. Lis ça à voix haute, que tout le monde entende le genre de poison que tu distilles. Isabelle secoua la tête, incapable de parler. La police est en route, annonça l'avocat de l'entreprise. J'ai appelé pendant que Monsieur Chevalier parlait. Madame Renaud, vous allez être arrêtée pour enlèvement, séquestration, complicité de trafic d'enfants et obstruction à la justice. Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Isabelle leva les yeux vers Marc, une dernière lueur de défi dans le regard. De toute façon, cracha-t-elle, tu l'as déjà perdue. Sophia est partie. Elle ne reviendra jamais. Tu vas rester seule. Exactement comme tu le mérites. Marc la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Tu te trompes. La porte de la salle s'ouvrit. Sophia se tenait là, encore marquée par le voyage, les cheveux courts et noirs. Mais c'était bien elle. Vivante, de retour. Le visage d'Isabelle se décomposa complètement. Son dernier espoir venait de s'évaporer. Sophia traversa la pièce, ignorant tous les regards, et se dirigea droit vers Marc. Elle le regarda dans les yeux, et un seul mot sortit de ses lèvres, chargé de tout l'amour et tous les regrets du monde. « Papa !» Marc la prit dans ses bras, les larmes coulant librement sur ses joues. « Ma princesse, tu es revenue. Je suis désolée. Je suis tellement désolée de t'avoir laissée. Chut, tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » La police entra, menottes à la main. Isabelle fut emmenée sans résistance, brisée, vaincue. Le cauchemar était fini. La vérité, enfin, avait triomphé. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités médiatiques. Juridiques et émotionnelles, l'arrestation d'Isabelle Renaud fit la une de tous les journaux régionaux. L'ex-épouse du magnate de la tech accusée d'avoir orchestré l'enlèvement de sa propre fille, titrait Le Progrès, 25 ans de mensonges, la vérité sur la disparition d'Anaïs Chevalier, proclamée Lyon-Capitale. Marc avait engagé les meilleurs avocats de France pour s'assurer qu'Isabelle paie pour ses crimes. Mais au-delà de la justice légale, il voulait aussi une justice morale. Il voulait que le monde entier sache ce qu'elle avait fait. Sophia, elle, oscillait entre soulagement et culpabilité, soulagement que la vérité soit enfin révélée, culpabilité d'avoir abandonné son père pendant 3 mois alors qu'il avait le plus besoin d'elle. « Arrête de te torturer », lui dit Marc un soir, alors qu'il dînait dans la grande salle à manger de la villa. « Tu as été manipulée par une experte. Personne ne peut t'en vouloir. Je m'en veux à moi-même, » répondit Sophia en jouant nerveusement avec sa fourchette. « J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû savoir qu'un père qui pleure en me serrant dans ses bras ne peut pas être en train de me manipuler. » Marc tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « On a perdu 25 ans. On ne va pas gâcher le temps qui nous reste à ressasser le passé. On avance, ensemble. » Sophia hocha la tête, les larmes aux yeux, et serra la main de son père. Le procès était prévu pour dans 3 mois, mais Marc avait demandé une audience préliminaire pour établir formellement tous les faits. Il voulait que tout soit dit, que rien ne soit caché. L'audience se tint au tribunal de grande instance de Lyon, dans une salle bondée de journalistes, de curieux et de collègues de l'entreprise venus témoigner. Isabelle arriva menottée, accompagnée de son avocat. Elle avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ternes, son maquillage absent, son élégance disparue. Elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment, une femme brisée par ses propres démons. Le procureur présenta les preuves une par une, les relevés bancaires, l'enregistrement de Sophie Dubois, qui avait depuis succombé à son cancer, mais dont le témoignage avait été officiellement enregistré avant sa mort, les documents de l'orphelinat de Toulouse confirmant l'arrivée d'une petite fille correspondant à la description d'Anaïs en septembre 1999,
La fausse lettre qu'Isabelle avait glissée dans le sac de Sofia, chaque preuve était un coup de massue. L'avocat d'Isabelle tenta une défense basée sur la détresse psychologique, argumentant que sa cliente souffrait de troubles mentaux liés à une dépression postpartum jamais traitée, aggravée par la jalousie maladive. Il demanda la clémence, invoquant le fait qu'elle n'avait jamais physiquement blessé l'enfant. Marc bondit de son siège. « Jamais blessée », hurla-t-il. « Elle a arraché ma fille de mes bras. Elle l'a privée de son père pendant 25 ans. Elle m'a laissé croire qu'elle était morte. Ou pire, vous appelez ça ne pas blesser ?» Le juge dut le rappeler à l'ordre. Mais l'émotion dans la salle était palpable. Plusieurs personnes pleuraient. Puis vint le moment le plus attendu, le témoignage de Sofia. Elle monta à la barre, tremblante mais déterminée. Le procureur lui posa des questions sur sa vie adoptive, sur le jour où elle avait rencontré Marc. Sur les mensonges d'Isabelle, Sofia répondit avec une voix claire, racontant comment elle avait grandi sans jamais comprendre le vide qu'elle ressentait, comment elle avait porté cette bracelet en argent comme un talisman mystérieux, comment elle avait pleuré de joie en découvrant que Marc était son père, et comment elle avait été détruite par les mensonges qui avaient suivi. « Regardez-moi, Madame Renaud, » dit-elle en fixant Isabelle. Isabelle leva lentement les yeux, incapable de soutenir le regard de Sofia. « Vous m'avez volé mon enfance. Vous m'avez volé mon père. Vous m'avez volé 25 ans de souvenirs, d'anniversaires, de Noël, de moments simples. Vous avez fait souffrir un homme bon pendant un quart de siècle. Et pourquoi ? Par égoïsme, par jalousie, par cruauté pure. » Isabelle baissa la tête, les épaules secouées de sanglots silencieux. « Je ne vous pardonnerai jamais, » continua Sofia. « Mais je ne laisserai pas votre poison continuer à m'empoisonner. J'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé ma famille. Et vous allez passer le reste de votre vie à payer pour ce que vous avez fait. » Le témoignage de Sofia reçut une ovation dans la salle. Le juge dut rappeler au silence. Quand vint le tour d'Isabelle de parler, elle se leva difficilement. Son avocat lui souffla de se taire. Mais elle secoua la tête. « Je veux dire quelque chose. » Le silence se fit, tendu, oppressant. « J'ai fait la pire chose qu'une mère puisse faire, » commença-t-elle d'une voix brisée. « J'ai détruit ma propre famille par égoïsme. J'étais malade, oui, dépressive, jalouse, obsessionnelle, mais ce ne sont que des excuses. La vérité, c'est que j'ai pris une décision consciente de faire du mal à une enfant innocente pour satisfaire mes propres besoins. » Elle leva les yeux vers Marc. « Marc, je suis désolée. Ces mots sont dérisoires face à ce que je t'ai fait, mais ils sont sincères. Je t'ai aimé, à ma façon tordue et malade. Je t'ai aimé, et c'est justement cet amour déformé qui a tout détruit. » Marc ne répondit pas, le visage de marbre. Isabelle se tourna vers Sofia. « Anaïs, Sofia, peu importe comment tu t'appelles maintenant, tu as raison de ne jamais me pardonner. Je ne le mérite pas. Tout ce que je peux dire, c'est que quand tu étais petite, avant que la folie ne s'empare de moi, je t'aimais, à ma manière, et je suis contente que tu aies retrouvé ton père. Il est un homme bon, quelque chose que je n'ai jamais été. » Le juge annonça que le procès complet aurait lieu dans 3 mois, mais que compte tenu de la gravité des faits et du risque de fuite, Isabelle Renaud resterait en détention préventive. Elle serait transférée à la prison de Montluc en attendant le jugement final. Alors qu'on l'emmenait, Isabelle se retourna une dernière fois vers Marc et Sofia. Elle ne dit rien, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Elle avait passé 25 ans à fuir la vérité. Maintenant, elle allait y faire face. À la sortie du tribunal, Marc et Sofia furent assaillis par les journalistes, micros tendus, caméras braquées, questions fusant de toutes parts. « Monsieur Chevalier, comment vous sentez-vous ? Sofia, allez-vous reprendre votre nom de naissance ? Que ressentez-vous envers Madame Renaud ? Allez-vous demander des dommages et intérêts ? » Marc leva la main pour demander le silence. Les journalistes se turent, attendant. Aujourd'hui, la justice a été rendue. Pas entièrement, pas encore. Mais le processus a commencé. Ma fille et moi avons été séparés pendant 25 ans, à cause de l'égoïsme et de la cruauté d'une personne. Ces années, personne ne peut nous les rendre. Mais nous avons l'avenir, et nous allons le construire ensemble, sans regarder en arrière. Il passa son bras autour des épaules de Sofia. Quant aux dommages et intérêts, l'argent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que justice soit faite, que les responsables paient.
et que d'autres familles n'aient pas à vivre ce cauchemar. Nous allons créer une fondation pour les familles d'enfants disparus. Nous allons transformer cette tragédie en quelque chose de positif. Sophia prit le micro à son tour. Mon nom est Sophia Anaïs Chevalier. Je porte les deux parce que je suis les deux. La petite fille qui a été arrachée à sa famille et la jeune femme qui a grandi malgré tout. Je ne sais pas encore si je peux pardonner à Isabelle Renaud, mais je sais que je ne vais pas laisser sa haine définir ma vie. J'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé mon histoire, et c'est tout ce qui compte. Les caméras crépitèrent, les journalistes prirent des notes frénétiquement. L'histoire de Marc et Anaïs devenait un symbole d'espoir pour toutes les familles brisées. Dans sa cellule à Montluc, Isabelle regardait le journal télévisé, montrant Marc et Sophia, quittant le tribunal main dans la main. Une larme coula sur sa joue. Elle avait tout perdu. Son statut, sa réputation, sa liberté. Mais plus que tout, elle avait perdu le respect et l'amour de la seule personne qu'elle avait vraiment voulu garder. Et elle savait qu'elle ne le récupérerait jamais. Le procès final eut lieu 3 mois plus tard. En janvier, l'hiver avait couvert Lyon d'un manteau blanc, transformant la ville en paysage de cartes postales. Mais dans la salle d'audience bondée du tribunal de grande instance, l'atmosphère était lourde et tendue. Isabelle Renaud comparaissait pour enlèvement d'enfants, séquestration, complicité de trafic de mineurs et obstruction à la justice. Les charges étaient accablantes. Son avocat avait tenté de négocier un plaidé coupable en échange d'une peine réduite, mais le procureur avait refusé. Cette affaire était devenue trop médiatique, trop symbolique. Il fallait un exemple. Marc et Sophia étaient assis au premier rang, côte à côte. Ils ne s'étaient plus quittés depuis les retrouvailles. Sophia avait emménagé dans la villa familiale, réintégrant peu à peu la chambre aux papillons qui était redevenue la sienne. Ensemble, ils avaient commencé à reconstruire les 25 années perdues. Des albums photos parcourus ensemble, des histoires racontées, des souvenirs partagés. Le juge entra, tout le monde se leva. L'audience est ouverte. Le procès dura 5 jours. 5 jours de témoignages déchirants, de preuves accablantes, de plaidoiries passionnées. Sophie Dubois étant décédée, son témoignage enregistré fut diffusé intégralement. Sa voix rauque emplie de remords résonna dans la salle silencieuse. Racontant comment elle avait enlevé la petite Anaïs sur ordre d'Isabelle, comment elle l'avait déposée à l'orphelinat, avec juste sa bracelet, comment elle avait touché l'argent et disparu, des experts psychiatres furent appelés à la barre. Ils confirmèrent qu'Isabelle souffrait effectivement de troubles psychologiques, dépression chronique, troubles de la personnalité obsessionnelle, jalousie pathologique, mais ils confirmèrent aussi qu'elle était parfaitement consciente de ses actes au moment des faits. Elle savait ce qu'elle faisait, elle avait choisi de le faire quand même. Le directeur de l'orphelinat Sainte-Marie de Toulouse témoigna. Apportant les registres de 1999, une petite fille correspondant exactement au signalement d'Anaïs avait été déposée anonymement en septembre. Avec pour seul bagage une bracelet en argent, les autorités avaient essayé de retrouver les parents biologiques, mais sans succès. L'enfant avait été déclaré pupille de l'État et mise en adoption. Louise et Pierre Mercier, les parents adoptifs décédés depuis, avaient appris Sophia avec amour et l'avaient élevée comme leur propre fille. Personne ne remettait cela en question, mais le fait demeurait, ils n'auraient jamais dû l'adopter, parce qu'elle n'aurait jamais dû être là. Marc témoigna, racontant le cauchemar de ses 25 années, les nuits blanches à chercher, les fausses pistes, les espoirs brisés, la descente progressive dans la dépression, le sentiment de culpabilité écrasant de n'avoir pas su protéger sa fille. Chaque anniversaire, dit-il d'une voix brisée. Je me demandais à quoi elle ressemblait, si elle était heureuse, si elle se souvenait de moi, si elle était même encore en vie. Et pendant tout ce temps, Isabelle savait. Elle savait exactement où était ma fille. Et elle n'a rien dit, pendant 25 ans. Sa voix se brisa complètement. Sophia lui prit la main, pleurant avec lui. On m'a volé l'enfance de ma fille, ses premiers pas, ses premiers mots, sa première dent, son premier jour d'école, ses peines de cœur d'adolescente, tout, on m'a tout volé, et je ne récupérerai jamais ces moments. Le silence dans la salle était absolu, même les journalistes les plus endurcis avaient les larmes aux yeux. Puis vint le tour de Sophia. Elle monta à la barre pour la dernière fois, calme et déterminée. Les 3 derniers mois avaient été thérapeutiques.
Elle avait consulté une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés aux enlèvements. Elle avait appris à gérer la colère, la confusion, le sentiment de perte. « Je ne me souviens pas de grand-chose de cette journée au parc », commença-t-elle. « Juste des fragments, des balançoires, la peur, une femme qui m'emmenait en me disant de ne pas pleurer. Ensuite, le trou noir. Pendant des années, j'ai eu ces flashs sans comprendre ce qu'ils signifiaient, des cauchemars récurrents où je cherchais quelqu'un sans savoir qui. » Elle regarda Isabelle, qui gardait les yeux baissés. « J'ai grandi en me sentant incomplète, comme s'il me manquait quelque chose d'essentiel. Mes parents adoptifs étaient merveilleux. Ils m'ont aimée de toute leur force. Mais il y avait toujours ce vide, cette question sans réponse. Qui suis-je vraiment ? » Sa voix devint plus forte. « Quand j'ai rencontré mon père, quand j'ai vu cette bracelet identique à la mienne, quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai su, instinctivement, que j'étais rentrée chez moi. Et pendant 2 semaines, j'ai été la personne la plus heureuse du monde. » Elle serra les poings. « Et puis vous avez tout détruit à nouveau. Vous m'avez fait douter de lui. Vous m'avez fait croire qu'il me manipulait. Vous m'avez poussé à fuir la seule chose dont j'avais besoin, mon père. » Isabelle releva enfin la tête, les joues mouillées de larmes. « Je m'en veux pour ces 3 mois où je l'ai abandonné, » continua Sophia. « Mais vous devriez vous en vouloir pour les 25 années où vous nous avez séparés, pour toute cette souffrance inutile, pour toutes ces vies brisées. » Elle descendit de la barre et retourna s'asseoir à côté de Marc, qui la serra contre lui. Le procureur fit sa plaidoirie finale, demandant la peine maximale, 20 ans de prison ferme. Il argumenta que la préméditation était évidente, que les conséquences étaient dévastatrices et que l'absence totale de remords pendant 25 ans aggravait considérablement les faits. L'avocat d'Isabelle plaida les circonstances atténuantes, les troubles psychologiques, le fait qu'elle n'avait jamais physiquement blessé l'enfant, le fait qu'Anaïs avait finalement été adoptée par une famille aimante. Il demanda une peine de 10 ans avec possibilité de réduction pour bonne conduite. Le juge se retira pour délibérer. L'attente fut interminable. 2 heures pendant lesquelles Marc et Sophia restèrent silencieux, main dans la main, attendant le verdict qui mettrait fin, officiellement du moins, à ce cauchemar. Enfin, le juge revint. « Levez-vous, Madame Renaud. » Isabelle se leva, tremblante, soutenue par son avocat. Après avoir examiné l'ensemble des preuves et des témoignages, et considérant la gravité exceptionnelle des faits, la Cour vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Vous êtes condamné à 20 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de remise de peine avant 10 ans. Un murmure parcourut la salle. Isabelle vacilla. Son avocat la retint. « De plus, » continua le juge, « vous êtes condamné à verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 millions d'euros à monsieur Marc Chevalier et à mademoiselle Sophia Anaïs Chevalier pour le préjudice moral subi. » Marc secoua la tête. L'argent ne l'intéressait pas, mais la justice, si. « Avez-vous quelque chose à dire avant que la cour ne se retire ?» demanda le juge à Isabelle. Elle hocha faiblement la tête, d'une voix à peine audible. Elle dit « Je suis désolée, pour tout. Je sais que ces mots ne changent rien, mais je suis désolée. » Elle se tourna vers Marc et Sophia. « Soyez heureux. C'est tout ce que je peux vous souhaiter maintenant. Soyez heureux ensemble. » Et pour la première fois depuis le début du procès, quelque chose qui ressemblait à du remords sincère passa dans ses yeux. Les gardes l'emmenèrent. Elle ne se retourna pas. Dehors, une foule s'était rassemblée. Journalistes, sympathisants, curieux. Quand Marc et Sophia sortirent, des applaudissements éclatèrent. Des gens qu'ils ne connaissaient pas les félicitaient, les serraient dans leurs bras, pleuraient avec eux. L'histoire de Marc et Anaïs était devenue plus qu'un fait divers. C'était devenu un symbole d'espoir pour toutes les familles déchirées, toutes les disparitions non résolues, tous ceux qui continuaient à chercher leurs proches perdus. Marc prit la parole devant les caméras une dernière fois. La justice a été rendue. Isabelle Renaud va payer pour ses crimes. Mais pour nous, ce n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'une nouvelle vie. Ensemble, il regarda Sophia avec un sourire plein d'amour. On a perdu 25 ans, mais on a encore, je l'espère, 30, 40, 50 ans devant nous. Et on va les vivre pleinement, chaque jour, chaque instant. Sophia s'approcha du micro, la voix tremblante d'émotion. « Papa », dit-elle simplement, regardant Marc plutôt que les caméras. « Merci de ne jamais avoir abandonné.
Merci de m'avoir cherché pendant toutes ces années. Merci de m'avoir accueilli à bras ouverts quand je suis revenue. Je t'aime. Marc la serra dans ses bras, indifférent au flash des photographes, aux caméras, au monde entier. Je t'aime aussi, ma princesse, pour toujours. Et dans cette étreinte, 25 années de douleur se dissolvaient enfin, remplacées par quelque chose de plus fort. L'amour d'un père pour sa fille, l'amour qui avait survécu à tout. 6 mois plus tard, juillet, le soleil de Provence se couchait lentement sur les champs de lavande, peignant le ciel de nuances dorées et roses. L'air était chargé du parfum enivrant des fleurs violettes qui ondulaient doucement dans la brise tiède. Au loin, on entendait le chant des cigales, cette mélodie typique des soirées d'été dans le sud de la France. Marc et Sophia marchaient côte à côte sur le petit chemin de terre qui serpentait entre les rangées infinies de lavande. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Après 6 mois de vie commune, ils avaient développé cette complicité silencieuse que seules les familles unies possèdent. Sophia portait une robe d'été blanche qui virevoltait autour de ses jambes. Ses cheveux avaient repoussé, retrouvant leur couleur châtain naturelle, tombant maintenant en boucles souples sur ses épaules. À son poignet gauche brillait la bracelet en argent au papillon, celle qu'elle n'avait jamais enlevée. Marc portait l'autre à son poignet droit, 2 moitiés d'un tout, enfin réunies. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première fois qu'on est venus ici ?» demanda Sophia en cueillant délicatement un brin de lavande. Marc sourit, plongeant dans ses souvenirs des derniers mois, que ta mère adorait cet endroit, que c'était son refuge quand elle avait besoin de paix, ta vraie mère, précisa Sophia doucement, celle que je n'ai jamais vraiment connue. Marc s'arrêta, regardant le paysage qui s'étendait devant eux. Sa première femme, la mère biologique d'Anaïs, était morte dans un accident de voiture quand leur fille avait 6 mois. C'était une blessure qu'il portait encore, mais qui faisait partie de son histoire, de leur histoire. Elle t'aurait adoré, dit-il simplement. Elle aurait été si fière de la femme que tu es devenue. Sophia s'approcha de lui, posant sa tête sur son épaule. Je suis fière de l'homme que tu es. Papa, de n'avoir jamais abandonné, d'avoir continué à espérer même quand tout semblait perdu. Ils reprirent leur marche, savourant la beauté du moment. Ces 6 derniers mois avaient été une véritable renaissance pour tous les deux. L'entreprise prospérait à nouveau. Marc avait nommé Sophia vice-présidente, lui enseignant patiemment les rouages du business technologique. Elle apprenait vite, avec une intelligence vive et une intuition remarquable. Les employés l'aimaient. Elle avait hérité du charisme de son père sans en avoir l'austérité. La Fondation Chevalier pour les familles d'enfants disparus avait été officiellement lancée en mars. Dotée d'un budget conséquent, elle aidait les familles à financer les recherches, offrait un soutien psychologique et faisait pression sur les autorités pour améliorer les procédures de recherche. En 6 mois, ils avaient déjà aidé à retrouver 3 enfants disparus, 3 familles réunies, 3 miracles. Sophia avait également repris contact avec la famille de ses parents adoptifs, des cousins, des oncles et tantes qu'il avait connus enfants. Elle ne reniait pas cette partie de sa vie. Louise et Pierre Mercier resteraient toujours ses parents aussi, ceux qu'il avait aimés et élevés. Elle était Sophia Anaïs Chevalier, un pont entre 2 mondes, 2 vies, 2 familles. Quant à Isabelle, elle purgeait sa peine à la maison centrale de Rennes. Marc et Sophia avaient reçu une lettre d'elle il y a 2 mois, une longue lettre manuscrite où elle s'excusait encore, expliquait son cheminement psychologique en thérapie et exprimait sa joie sincère qu'ils aient retrouvé leur bonheur. Elle ne demandait rien, ni pardon, ni visite, ni clémence, juste qu'ils soient heureux. Sophia avait pleuré en lisant cette lettre. Marc aussi. « Tu crois qu'on devrait lui répondre ?» avait demandé Sophia. « Un jour peut-être », avait répondu Marc. « Quand on sera prêt, pour l'instant, concentrons-nous, sur la vie qu'on construit ensemble. » Et c'était exactement ce qu'il faisait. « Tu sais ce que je trouve le plus étrange ?» dit Sophia en s'arrêtant au milieu du champ de lavande. « Quoi donc ? Que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les 25 ans perdus, malgré la douleur et les mensonges, je me sens complète. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis et où est ma place. » Marc la regarda avec une tendresse infinie. « Tu es ma fille, tu es Anaïs, tu es Sophia, tu es toutes ces choses à la fois, et ta place est exactement là où tu choisis d'être. Je choisis d'être ici.
dit-elle fermement. Avec toi, toujours. Ils s'assirent au bord du chemin, contemplant le soleil qui descendait lentement vers l'horizon. Les derniers rayons illuminaient les champs, créant un océan violet et or à perte de vue. « Qu'est-ce que tu aurais fait si je n'étais jamais revenue ?» demanda soudain Sophia, la voix hésitante. « Si Jean-Pierre ne m'avait pas retrouvée à Marseille. » Marc réfléchit longuement avant de répondre. « J'aurais continué à te chercher, jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est ce que font les pères. On ne renonce jamais, jamais. » Sophia essuya discrètement une larme. « J'ai été stupide de partir. »« Tu as été humaine, » corrigea Marc, effrayé, manipulé, confuse. « Mais tu es revenue, c'est tout ce qui compte. » Un papillon blanc vint se poser sur le genou de Sophia. Elle le regarda, immobile, un sourire émerveillé aux lèvres. « Regarde, papa, un papillon. » Marc sourit aussi, se souvenant de la petite fille qui dessinait des papillons sur tous ses cahiers, qui voulait être libre comme eux. « Tu te souviens de ce que tu me disais quand tu étais petite ?» Sophia secoua la tête. « Tu disais, papa, quand je serai grande, je serai un papillon. Comme ça, je pourrai voler partout et revenir toujours à la maison. » Sophia éclata de rire, les larmes coulant maintenant librement. « J'avais raison. Finalement, j'ai volé partout et je suis revenue à la maison. » Le papillon s'envola, disparaissant dans le ciel orangé. Ils le regardèrent partir, symbole parfait de cette liberté retrouvée, de cette légèreté nouvelle dans leur vie. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» demanda Marc. « Quoi ? Qu'on a encore tellement de temps devant nous, tellement de souvenirs à créer, tellement de moments à vivre ensemble. » Sophia prit la main de son père, entrelaçant leurs doigts, les deux bracelets en argent se touchèrent, tintant doucement comme un carillon. « On va les vivre pleinement, » promit-elle, chaque seconde, chaque instant. « Plus jamais je ne te laisserai seule. Et moi, plus jamais je ne te perdrai, » répondit Marc. Le soleil touchait maintenant l'horizon, embrasant tout le paysage d'une lumière dorée irréelle. Ils restèrent assis là, père et fille, contemplant la beauté du monde qui continuait à tourner malgré toutes les tragédies, malgré toute la douleur. « Une partie de moi a toujours su que tu étais là, » dit Sophia doucement, même quand je ne savais pas qui j'étais, même quand tout était confus. Une partie de moi savait que quelqu'un me cherchait, que j'étais aimée. Marc serra sa main plus fort. Et une partie de moi a toujours su que je te retrouverais, même dans les moments les plus sombres, même quand tout semblait perdu. Mon cœur savait que tu reviendrais. Le soleil disparut complètement derrière les collines, laissant place au crépuscule violet. Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. La température baissait doucement, apportant cette fraîcheur agréable des soirées d'été. Ils se levèrent, époussetant leurs vêtements, main dans la main. Ils reprirent le chemin vers la petite maison de campagne qu'ils avaient louée pour le week-end. « Mon papa, » dit Sophia alors qu'ils marchaient. « Oui, ma princesse. Merci de ne jamais avoir arrêté de m'aimer, même quand je n'étais pas là. » Marc s'arrêta, la prit dans ses bras et la serra fort contre lui. On n'arrête jamais d'aimer son enfant. Jamais. L'amour ne connaît ni le temps ni la distance. Il traverse tout. Il survit à tout. Ils restèrent enlacés un long moment, au milieu des champs de lavande qui exhalèrent leur parfum dans la nuit tombante. Quelque part dans le ciel étoilé, un papillon blanc continuait son vol, libre et lumineux, et dans le cœur de Marc et Sophia, la paix était enfin revenue. Les ombres du passé restèrent derrière eux. Définitivement, seul l'amour demeurait, l'amour qui avait toujours été là, l'amour qui ne mourait jamais.